Les dirigeants ouest-africains qui combattent le terrorisme ne peuvent pas caresser les terroristes. C'est dommage, hein. On ne peut pas caresser un terroriste. C'est quelqu'un qui vient vous tuer. Donc vous devez avoir un système de défense pour l'éliminer avant qu'il vous élimine. Mais sur le terrain de la pensée, et on en parlera, on a des terroristes de la pensée. J'ai élaboré, lors de ma conférence récente au Burkina Faso, où j'étais invité aux universités africaines de la communication de Ouagadougou, j'en étais l'invité spécial, j'ai élaboré le concept de terrojournalisme. C'est quoi le terrojournalisme? C'est la production d'artefacts audiovisuels, écrits, qui semblent être de l'information et même de la communication, mais qui ont pour but d'entretenir des peuples entiers du monde dans la peur, afin d'imposer à leurs dirigeants et à leur gouvernement le pillage permanent de leurs ressources stratégiques. Les terrojournalistes, on les trouve à foison sur France 24, sur TV5, dans Jeune Afrique, etc. J'analyse tout cela. Mais alors, ces gens-là, vous vous rendez compte, ils sont co-responsables de tragédies humaines. Quand vous avez donc à porter la parole de ceux qui subissent les conséquences de cette pensée néocolonialiste, impérialiste, dictatoriale, de cette pensée raciste contre les Africains, mais il vous faut avoir de la pêche, hein, et il vaut mieux que vous soyez en bonne santé. Parce qu'ils ne vous feront pas de cadeaux et vous n'avez aucune raison de leur en faire. C'est une lutte à mort. C'est une lutte à la vie, à la mort, entre l'Afrique et ses ennemis. Alors, on me reproche d'être tranchant, bien souvent quand on se trouve du côté des ennemis de mon peuple, des ennemis de ma communauté, de ceux qui veulent que les Africains soient des subalternes éternels. Pour tous les autres, ceux qui partagent avec moi cet idéal de fraternité, de solidarité, de vérité et de justice, je crois que je suis l'un des hommes les plus doux que l'on puisse connaître. D'accord. Vous évoquiez déjà votre passage à Ouagadougou. Vous avez notamment fait connaître votre livre « L'impérial terrorisme ». Et c'est sur ça que j'aimerais qu'on parle maintenant. Ça a fait déjà grand bruit malgré le fait que vous ayez publié Il y a cela. plus de 40 000 ventes déjà en cette année. Est-ce que vous pensez que ce sera votre prochain best-seller? Alors, en tout cas, c'est pour le moment mon best-seller, c'est mon livre le plus vendu. J'ai jamais vendu 40 000 exemplaires d'un seul de mes livres avant celui-ci. Ce livre établit une vérité essentielle pour notre temps. L'Afrique n'est pas agressée pour des raisons religieuses. On a élaboré un plan, un stratagème pour salir l'islam, pour cacher derrière la religion islamique un plan de recolonisation impérialiste de l'Afrique. On a créé dans les années 80 Al-Qaïda. C'était pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Ce sont les services américains qui ont créé Al-Qaïda. C'est scientifiquement documenté. On a créé dans les années 2000 l'État islamique. Et l'actuel président américain, Donald Trump, nous dit c'est l'administration Obama-Clinton qui a créé l'État islamique. D'autant plus qu'on a établi, et maintenant ça ce sont les documents américains déclassifiés, on a établi des financements directs d'institutions comme l'USAID américaine aux organisations terroristes. De nombreux sénateurs l'ont reconnu et l'actuel chef du renseignement américain, Mme Tulsi Gabbard, a publiquement témoigné devant le Sénat sa honte de voir son pays collaborer avec ceux-là même qui ont tué des soldats américains et qui déstabilisent le Moyen-Orient depuis plusieurs années, déstabilisent l'Afrique, qui ont saccagé la Libye, déstabilisé le Sahel. Donc ce livre a été consacré à rassembler les preuves occidentales de l'implication directe de l'OTAN et de ses alliés du Moyen-Orient dans la déstabilisation de l'Afrique à travers des organisations apparemment religieuses cachées derrière le concept de djihadisme, mais qui sont en réalité des organisations de mercenaires dont le but est très simple. Il faut terroriser les Africains pour imposer aux Africains d'accepter des conditions de prédation, de spoliation de leurs matières premières stratégiques. Pour leur prendre l'or, le pétrole, le gaz, le manganèse, le coltan, l'uranium, il faut maintenir les Africains en état de guerre. Et en leur proposant de l'aide dans la lutte antiterroriste, on en profite pour les réoccuper militairement. On en profite pour imposer des petits valets de l'impérialisme et du néocolonialisme dans les palais présidentiels. Et on en profite pour remettre les multinationales occidentales et moyen-orientales sur tout le continent et ainsi s'assurer que les matières premières stratégiques dont ce continent regorge vont alimenter ad vitam aeternam l'économie du Grand Nord. Et donc, dans le livre, je n'ai rassemblé que des preuves américaines officielles, des preuves européennes officielles, des preuves françaises officielles. L'avantage du livre, c'est que j'y applique la méthode de
l'art de manger mon piment dans la bouche de l'ennemi. C'est un proverbe africain qui dit que quand on veut confondre l'ennemi, il faut manger son piment dans sa bouche. Métaphoriquement, ça veut dire qu'il faut lui faire dire lui-même ce qu'il accuse. Et en effet, ce sont les documents officiels américains, déclassifiés par l'administration Trump, à travers d'ailleurs Madame Tulsi Gabbard et le milliardaire détenteur de X Twitter, Elon Musk. Ce sont ces documents qui sont cités. Ce sont les documents de France 24, reconnaissant que la France est le premier financier par la méthode des rançons des djihadistes au Sahel. Ce sont les documents de l'Union européenne documentant la naissance d'Al-Qaïda et de l'État islamique, les documents officiels américains. Ce sont les documents de Wikileaks, le fameux scandale avec Julian Assange, où on retrouve les mails de Mme Hillary Clinton avec son conseiller Sidney Blumenthal, qui explique qu'il faut tuer Kadhafi, il faut détruire la Libye parce que Kadhafi risque de détrôner le dollar, détrôner l'euro et détrôner le franc CFA. On retrouve les conversations directes entre Lavrov et Fabius en 2013, où Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, fait remarquer à Fabius « Mais écoutez, vous nous demandez de ne pas faire veto à votre intervention, on est en 2013 au Mali, mais vous vous préparez à combattre, mon cher Laurent Fabius, ici au Mali, les terroristes que vous avez armés là-bas en Libye. » Et la réponse de Laurent Fabius, c'est la vie. On retrouve toutes ces preuves qui mettent à bas le narratif d'un soi-disant djihadisme, d'une soi-disant guerre religieuse, de musulmans qui voudraient forcer des populations musulmanes. Davantage de division en Afrique. Hein. Mais écoutez, on prétend qu'on veut islamiser des musulmans. Le Mali, c'est 80% de musulmans. Le Sahel, c'est 80% de musulmans. Et ce sont les musulmans qui sont attaqués par ces terroristes qui prétendent vouloir leur imposer l'islam. Il y a un petit problème. Je suis déjà musulman, tu me tues pour que je sois ce que j'étais. En fait, c'est un faux narratif, ça ne marche pas. Et le livre, c'est vraiment la démystification totale de ce narratif, Marianne. Et ce livre mérite d'être lu parce qu'il dédouane non seulement la belle religion musulmane, que les Africains connaissent et qui se pratique dans la paix aux côtés du christianisme et de notre culte traditionnel, qui est plus ancien d'ailleurs que ces religions. Eh bien, le livre permet également de responsabiliser les gouvernements occidentaux dans l'expansion du terrorisme et de déniaiser les opinions qui étaient dans le narratif djihadisme, fanatisme religieux. Ça n'a rien à voir, ce sont des mercenaires. Ce ne sont pas des musulmans qui tuent en Afrique, ce sont des mercenaires eh bien, des puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales. Le livre en est la preuve absolue. Aucun procès en diffamation depuis qu'il est sorti au mois de février, parce que le livre est en réalité bétonné, il est implacable. Alors, c'est une contribution qui a pour but d'appeler les gouvernements africains à prendre leurs responsabilités, à revoir les relations diplomatiques en fonction de ces faits, appeler les juges africains à condamner les organisations terroristes, les auteurs et les États qui parrainent ces organisations. Et je salue la naissance de la Cour internationale pénale du Sahel, qui va juger de ces affaires. C'est aussi une manière de nous rendre responsables de créer des armées, des unions, des confédérations fortes pour protéger notre continent et ainsi assurer notre puissance. Alors, Monsieur Niamsi, vous avez parlé du terro-journalisme en Afrique et vous parlez aussi d'un récit médiatique qui défend la réalité africaine. Comment changer cette narration, notamment depuis les médias africains eux-mêmes? Alors, moi, je pense que la première des choses, c'est toujours de s'assurer de qui finance un média. Vous savez, celui qui finance un média, c'est lui qui dicte ce que le média doit faire. Donc il faut commencer par autonomiser financièrement les médias africains. Il faut que ces médias soient soit des médias d'État, donc financés sur les fonds publics, soit qu'ils soient des médias privés, mais dont on sait que ce sont des entrepreneurs locaux sur fonds propres qui les financent. Premier point, s'assurer que nous avons la capacité de financer nos médias. Or, c'est l'un des points faibles, c'est même le premier point faible du système médiatique africain. Deuxième point important, il nous faut filtrer les médias étrangers qui sont autorisés chez nous. Parce que tout le monde le fait chez lui. Or, l'Afrique, c'est le territoire, c'est le no man's land médiatique, où toutes les chaînes, toutes les influences entrent et sortent comme dans une cour du roi Péto. Il faut une législation pour protéger le mental des Africains de la pollution médiatique des impérialistes, des néocolonialistes et de tous ceux qui, derrière les ONG, derrière les associations, derrière les bonnes intentions, viennent en réalité détruire les valeurs sociétales africaines
en tentant d'imposer le transhumanisme, la perversion, la déviance, comme étant les nouvelles normes civilisationnelles. Il faut donc, par conséquent, encadrer les médias par la législation. Et puis, il y a un troisième niveau. Il nous faut former nos journalistes en leur donnant non pas simplement la culture technique du journaliste que vous avez, celle qu'on obtient dans les écoles de journalisme, mais une conscience panafricaine. Parce qu'on ne peut pas exercer son journalisme un peu comme on ferait des recettes de cuisine. Il faut se dire, je suis journaliste, mais je suis africain, je suis africaine. Et quel est mon devoir envers ma communauté? En tant que journaliste, en tant que professionnel de l'information, quelles sont les limites que je ne dois pas franchir pour ne pas, littéralement, tirer une balle dans le pied de ma propre communauté? Donc, il me semble qu'il faut une dimension de conscience patriotique, citoyenne, panafricaine, à l'ensemble des professionnels des médias dans la période que nous traversons. Enfin, pour que nous ayons une presse de qualité, mais il faut qu'elle soit ouverte à tout le génie de la société. La presse doit laisser respirer la diversité des pensées. Elle ne doit pas être, comment je peux dire, elle ne doit pas être monochromique, elle ne doit pas être idéologiquement, je peux dire, psychorigide. La presse doit être un espace où on discute quand même. C'est-à-dire où on peut entendre ce qu'on ne voudrait pas entendre. Pour moi, voilà 4 conditions pour avoir une bonne presse et de bons médias en Afrique. L'Afrique est aujourd'hui à un carrefour décisif où la lucidité et la responsabilité collective ne sont plus des options mais des impératifs. Le constat de Franklin Nyamsi sur la situation politique et sécuritaire en Afrique, et particulièrement dans le Sahel et l'AES, est direct et sans détour. La lutte contre le terrorisme ne peut se faire à moitié. Il rappelle une vérité simple mais essentielle. On ne peut caresser un terroriste. Cette phrase, choquante de prime abord, traduit une réalité brutale que tout Africain conscient doit accepter. Face à ceux qui menacent la vie de nos peuples et la stabilité de nos États, la prudence seule ne suffit pas. L'Afrique se doit d'ériger des systèmes de défense solides, de penser stratégie et anticipation, mais aussi de comprendre les mécanismes subtils par lesquels le continent est fragilisé de l'intérieur, par la manipulation idéologique et médiatique. Nyamsi introduit un concept fondamental pour comprendre cette manipulation, le terrojournalisme. Ces médias et productions d'informations ne se contentent pas de relayer des faits. Ils construisent un climat de peur et d'angoisse, modelant l'opinion publique pour imposer des agendas politiques et économiques étrangers. France 24, TV5, Jeune Afrique, autant de vecteurs d'une influence subtile mais efficace. En disséquant cette réalité, la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique rappelle qu'il ne suffit pas de dénoncer l'injustice. Il faut comprendre le fonctionnement des outils de domination et éveiller la conscience collective pour ne plus être complice, même passivement, de la spoliation de notre continent. L'un des aspects les plus puissants de l'analyse de Nyamsi est la distinction qu'il fait entre terrorisme réel et terrorisme de pensée. Si le premier se manifeste par la violence physique, le second s'exprime par la manipulation intellectuelle et émotionnelle. L'Afrique doit reconnaître ces deux formes de menaces et y répondre avec la même détermination. Chaque document médiatique, chaque intervention étrangère, chaque narratif imposé doit être examiné sous l'angle de la souveraineté et de l'indépendance intellectuelle. Quelle leçon pour l'Afrique ne se contente pas de critiquer. Elle appelle les citoyens africains à prendre conscience que la vigilance est un devoir moral, politique et citoyen. La publication de son livre L'impérial terrorisme constitue une véritable révélation. Nyamsi y expose des preuves officielles américaines, européennes et françaises démontrant que l'Afrique n'est pas agressée pour des raisons religieuses, mais pour des motifs géopolitiques et économiques. Le narratif du djihadisme est une construction destinée à masquer un plan de recolonisation et de prédation. Pour l'Afrique, la leçon est claire. Comprendre les causes réelles des conflits est une étape indispensable pour se défendre et construire des États résilients. Il ne s'agit plus seulement de combattre sur le terrain, mais de reconquérir le récit, de refuser de laisser d'autres imposer nos histoires et nos perceptions au détriment de nos peuples. Nyamsi met également en lumière la complicité indirecte de certaines puissances dans le financement et la structuration des groupes armés. Cette réalité impose à l'Afrique de revoir ses alliances et de renforcer sa diplomatie, mais aussi d'exiger des comptes. Loin de céder à la fatalité, l'Afrique peut transformer cette connaissance en force en utilisant la preuve pour responsabiliser gouvernements et institutions internationales. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique souligne ici que chaque citoyen africain doit comprendre que sa participation, son engagement, et même son choix de s'informer ou de soutenir des médias responsables, constitue un acte politique de souveraineté. Au-delà de la critique internationale, Nyamsi insiste sur le rôle des médias africains eux-mêmes. Il ne suffit pas de dénoncer les médias étrangers ou néocolonialistes. Il faut autonomiser financièrement les médias africains,
assurer leur indépendance et surtout développer une conscience panafricaine chez les journalistes. Chaque professionnel de l'information doit comprendre que sa responsabilité dépasse le simple reportage. Il façonne la conscience de la société, influence la stabilité et peut contribuer à la souveraineté du continent. Une presse libre, mais surtout consciente et responsable, devient alors un levier indispensable pour la construction d'une Afrique forte et unie. La formation des journalistes à la conscience panafricaine est un point central. Niamsi rappelle que la technique seule ne suffit pas. Il faut inculquer le sens du devoir envers la communauté et la responsabilité de chaque mot, de chaque image, de chaque article publié. Dans une Afrique confrontée à des narratifs déstabilisants et des manipulations externes, le rôle des journalistes n'est pas seulement d'informer, mais de protéger, d'éduquer et d'éveiller les consciences. Quelle leçon pour l'Afrique insiste sur ce point? L'avenir du continent dépend de la capacité de ces médias à être à la fois libres, critiques et profondément ancrés dans les valeurs africaines de solidarité, de justice et de vérité. L'Afrique se trouve aujourd'hui face à une urgence qui dépasse le simple cadre politique ou sécuritaire. Elle est confrontée à une crise profonde de conscience et de souveraineté. Franklin Niamsi, dans son analyse sans détour, nous rappelle que la situation critique dans le Sahel et particulièrement dans l'AES ne résulte pas d'un hasard ni de faiblesse purement locale. Elle découle de stratégies complexes, méticuleusement orchestrées par des puissances étrangères, qui utilisent à la fois la force militaire et la manipulation médiatique pour déstabiliser le continent. Lorsque Niamsi affirme que l'on ne peut caresser un terroriste, il ne s'agit pas d'une formule choquante pour provoquer l'émotion. Il s'agit de rappeler une réalité brute et nécessaire à toute compréhension lucide de la sécurité africaine. Face à ceux qui viennent menacer directement la vie des Africains, la prudence ou l'inaction ne suffisent plus. L'Afrique doit penser en termes de stratégie, de préparation et de défense, mais aussi en termes d'intelligence et de maîtrise du récit. Car la guerre moderne ne se joue pas seulement sur le terrain, elle se joue aussi dans l'esprit des peuples et dans les médias. C'est précisément là qu'intervient le concept de terrojournalisme développé par Niamsi. Ce concept est crucial pour comprendre le rôle indirect mais essentiel de certains médias dans la perpétuation de l'instabilité. Le terrojournalisme n'est pas une simple couverture de faits. Il s'agit d'une production d'artefacts écrits ou audiovisuels qui, sous le prétexte d'information, façonnent l'opinion publique dans la peur et la division. France 24, TV5, Jeune Afrique et d'autres acteurs médiatiques ne se contentent pas de relater l'actualité. Ils créent un climat de vulnérabilité psychologique et sociale qui permet aux puissances étrangères de justifier leurs interventions, d'imposer des régimes subalternes et de sécuriser l'accès aux ressources stratégiques africaines. Quelle leçon pour l'Afrique insiste sur ce point? Il ne suffit pas de critiquer les manipulations extérieures, il faut aussi comprendre leurs mécanismes, éveiller les consciences et former des citoyens capables de détecter les stratégies de désinformation et d'influence. L'analyse de Niamsi met en lumière une vérité fondamentale. L'Afrique fait face à deux types de terrorisme. Le premier, tangible et violent, s'exprime sur le terrain par des attaques, des assassinats et des destructions. Le second, plus insidieux, est le terrorisme de pensée, celui qui façonne les perceptions et les croyances par la peur, la manipulation idéologique et la propagande. Le danger de ce second type est immense. Il peut conduire à l'acceptation passive de la spoliation et de la domination étrangère, tout en fragmentant le continent de l'intérieur. Comprendre cette distinction est essentiel. Chaque citoyen africain, chaque journaliste, chaque leader politique doit mesurer l'impact de cette manipulation sur la stabilité, la sécurité et la souveraineté du continent. La mission de Quelle leçon pour l'Afrique est ici d'éclairer ces dynamiques, de révéler les véritables enjeux derrière les récits médiatiques et de responsabiliser les Africains dans leur rôle d'acteurs de changement. Le livre de Niamsi, L'impérial terrorisme, constitue une arme intellectuelle de première importance. Il rassemble des preuves officielles américaines, européennes et françaises qui démontrent que l'agression contre l'Afrique n'est pas religieuse mais stratégique. Le narratif djihadiste, largement diffusé, est un outil de dissimulation destiné à masquer un plan de recolonisation, de pillage et de contrôle des ressources naturelles du continent. Le but n'est pas d'islamiser des populations, comme on le prétend, mais de les maintenir dans un état de vulnérabilité permanente, où elles sont forcées d'accepter des conditions économiques et politiques dictées par des intérêts étrangers. Cette révélation est capitale pour tous ceux qui veulent comprendre la géopolitique africaine contemporaine. Elle démontre que la clé de la souveraineté réside autant dans la compréhension des récits que dans la capacité à défendre les frontières physiques. Niamsi met également en évidence la complicité indirecte de certaines puissances occidentales et de leurs alliés dans la structuration et le financement des groupes armés. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer une manipulation extérieure, mais de montrer comment celle-ci est institutionnalisée et rendue systématique. Les Africains doivent tirer une leçon fondamentale de cette réalité.
La souveraineté ne se construit pas uniquement par la résistance armée, elle se construit par l'information, la diplomatie et la vigilance citoyenne. Quelle leçon pour l'Afrique rappelle que chaque citoyen, en s'informant, en participant à la vie démocratique et en soutenant des médias responsables, contribue à cette reconstruction de l'indépendance intellectuelle et politique. La réflexion sur les médias africains est également centrale dans l'analyse de Niamsi. Pour qu'une presse africaine soit réellement efficace et souveraine, il ne suffit pas de dénoncer les influences étrangères. Il faut créer un système financier et structurel qui permette aux médias de fonctionner indépendamment, qu'ils soient publics ou privés, mais surtout locaux. Il est nécessaire de former les journalistes non seulement aux techniques du reportage, mais surtout à une conscience panafricaine. Chaque article, chaque reportage, chaque diffusion doit être pensée comme un acte de responsabilité envers le continent et les communautés locales. Dans une Afrique où la manipulation médiatique externe est omniprésente, la conscience professionnelle et patriotique devient une arme aussi importante que les forces armées. Quelle leçon pour l'Afrique rappelle ici que la véritable liberté de l'Afrique passe par l'indépendance intellectuelle de ses médias et par la formation d'une presse consciente de sa mission historique. Niamsi souligne enfin l'importance de la diversité des voix et des idées dans la presse africaine. La presse ne doit pas être monochrome ni psychorigide, elle doit permettre la discussion, la confrontation d'opinions et la réflexion collective. Cette ouverture n'est pas un luxe mais une nécessité dans un continent où les narratifs imposés de l'extérieur cherchent à diviser et à affaiblir. La responsabilité des journalistes africains est immense. Ils doivent être les gardiens de l'intégrité intellectuelle, les éclaireurs d'une société capable de penser par elle-même et de résister aux manipulations étrangères. Quelle leçon pour l'Afrique incite donc chaque spectateur à réfléchir à sa propre responsabilité. L'engagement citoyen, la diffusion d'informations fiables et la vigilance collective sont des actes de souveraineté, aussi cruciaux que la défense militaire ou la diplomatie internationale. Cette première partie établit donc les fondations d'une réflexion indispensable. L'Afrique ne peut se contenter de réactions ponctuelles. Elle doit comprendre les mécanismes de manipulation, renforcer ses médias, former des citoyens et des journalistes responsables, et reprendre le contrôle de son récit. La conscience collective est le premier rempart contre la domination et la violence étrangère. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique pose un défi à chaque Africain. Être acteur de son destin, comprendre les véritables causes des crises, et utiliser cette connaissance pour construire une Afrique plus forte, plus souveraine et plus juste. Il est essentiel, à ce stade, de comprendre que la lutte pour la souveraineté et la dignité africaine ne se limite pas à la dénonciation des manipulations extérieures ou à la lecture des preuves contenues dans l'impérial terrorisme. Chaque citoyen, chaque gouvernant, chaque journaliste et chaque acteur de la société africaine est appelé à devenir un vecteur actif de changement. Niamsi insiste sur la responsabilité directe des gouvernements africains. Il ne suffit plus de survivre à la pression extérieure, il faut bâtir des États forts, capables de protéger leur population et leurs ressources stratégiques. La création de la Cour internationale pénale du Sahel, saluée par Niamsi, est un pas dans cette direction. Elle symbolise la nécessité de mettre fin à l'impunité, de juger les auteurs et les sponsors du terrorisme et de créer un cadre juridique continental qui protège l'Afrique de l'ingérence et de la manipulation. Quelle leçon pour l'Afrique invite ici chaque spectateur à saisir que la justice et la responsabilité collective ne sont pas abstraites. Elles se traduisent par des institutions solides, des lois appliquées et une vigilance permanente des peuples. Au-delà de la justice, c'est la construction d'une diplomatie africaine indépendante qui s'impose comme une priorité. Niamsi révèle, preuve à l'appui, que les interventions militaires et la création de groupes armés ont toujours été planifiées en dehors du continent, souvent avec le soutien tacite ou actif de gouvernements étrangers. L'Afrique ne peut plus accepter d'être manipulée par des agendas extérieurs qui utilisent la religion, la peur et le chaos pour imposer des régimes subalternes et exploiter ses ressources. Les gouvernements africains doivent donc développer une diplomatie stratégique et autonome, fondée sur la connaissance, la prévoyance et la solidarité continentale. Chaque État africain, individuellement et collectivement, doit poser la question: comment protéger nos peuples tout en préservant nos richesses naturelles et en consolidant notre indépendance politique? Niamsi attire également l'attention sur le rôle des médias africains dans cette dynamique. La souveraineté ne peut exister sans un contrôle de l'information et une formation de professionnels capables de résister aux influences étrangères. Les journalistes africains ne sont pas seulement des narrateurs de faits, ils sont des acteurs clés dans la consolidation de la conscience collective. La presse africaine doit devenir un espace où les idées circulent librement mais de manière éclairée, où la diversité des opinions est respectée mais toujours guidée par un sens de responsabilité envers la communauté et le continent. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique souligne que la qualité des médias africains est directement liée à la capacité des populations à comprendre leur environnement,
à identifier les manipulations et à faire des choix éclairés pour leur avenir. Former des journalistes avec une conscience panafricaine et une éthique solide devient ainsi un levier stratégique de protection et de renaissance continentale. La question du financement est également cruciale. Les médias africains doivent être indépendants financièrement, qu'ils soient publics ou privés, afin de ne pas se soumettre aux dictats des bailleurs étrangers. La dépendance économique crée une forme de soumission silencieuse, permettant aux puissances extérieures de façonner l'opinion publique et d'orienter les décisions politiques. La leçon pour l'Afrique est claire, l'indépendance médiatique et intellectuelle est la première étape vers une véritable souveraineté. Chaque citoyen, en soutenant des médias locaux et responsables, participe à cette reconstruction. Quelle leçon pour l'Afrique rappelle que s'informer consciemment, commenter, partager et débattre devient un acte politique, un geste concret de protection de notre continent et de notre héritage collectif. Mais l'analyse de Niamsi va plus loin. Elle touche à la responsabilité morale et spirituelle des Africains. Les narratifs imposés par l'extérieur, que ce soit à travers le djihadisme, le terrorjournalisme ou les interventions militaires, visent à fracturer le continent et à affaiblir sa cohésion sociale. Face à ces dangers, il ne suffit pas d'adopter des mesures de sécurité ou de réforme. Il faut réveiller la conscience collective, rappeler les valeurs ancestrales de solidarité, de justice et de fraternité, et construire un récit africain alternatif fondé sur la vérité et l'éducation. Quelle leçon pour l'Afrique se positionne ici comme une voie de vigilance, de lucidité et de mobilisation, encourageant chaque Africain à être acteur de sa propre histoire et à refuser la résignation. L'éducation, la formation, la diffusion d'informations fiables et la responsabilité citoyenne deviennent alors les instruments principaux de la souveraineté. Niamsi insiste sur le fait que comprendre les causes réelles des conflits et des manipulations est essentiel pour ne pas répéter les erreurs du passé. Les Africains doivent apprendre à distinguer entre terrorisme réel et terrorisme idéologique, entre propagande et information, entre intérêts étrangers et intérêts du continent. Cette lucidité est le socle d'une Afrique capable de négocier son destin avec force et intelligence. Chaque citoyen, en prenant conscience de ces réalités, devient un acteur de résistance et de renaissance. Quelle leçon pour l'Afrique rappelle que la mobilisation de l'esprit est aussi cruciale que la mobilisation physique et politique. Enfin, cette réflexion s'achève sur une note d'espoir et de responsabilité. L'avenir de l'Afrique ne dépend pas seulement de ses gouvernements, de ses institutions ou de ses alliances extérieures. Il dépend de la vigilance, de l'engagement et de la participation de chaque Africain. Les leçons de Niamsi sont claires, comprendre les stratégies impérialistes, protéger nos médias, former des journalistes conscients, responsabiliser nos gouvernements et éveiller la conscience collective sont autant d'étapes vers une Afrique plus forte, plus juste et plus souveraine. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique conclut cette analyse en rappelant que chaque action, chaque engagement, chaque partage d'informations est un acte concret de construction du continent. Il n'est plus temps de subir passivement les récits imposés, il est temps de reprendre le contrôle de notre histoire, de nos richesses et de notre destin commun. L'Afrique a en elle les ressources intellectuelles, morales et spirituelles pour se relever, pour résister aux manipulations et pour bâtir un futur où justice, vérité et solidarité guideront ses pas. Chaque citoyen doit se sentir interpellé, chaque média doit prendre conscience de sa mission, et chaque gouvernement doit agir avec courage et lucidité. Les leçons de Franklin Niamsi sont autant d'enseignements que chaque Africain peut transformer en actes, en choix et en conscience. L'Afrique ne peut renaître que si elle se lève, si elle s'informe, si elle agit, et si elle transmet cette sagesse aux générations futures. C'est dans cette lucidité collective que réside la promesse d'un continent souverain, capable de protéger ses peuples, de sécuriser ses ressources et de tracer son propre chemin vers la prospérité et la dignité. Quelle leçon pour l'Afrique laisse ainsi le spectateur avec un message clair. L'avenir de l'Afrique est entre nos mains. Comprendre, s'engager, partager et agir sont les clés pour que la sagesse, la responsabilité et la solidarité deviennent les piliers de la renaissance africaine.